Bonjour à tous, je suis Cyrix1995, je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle review rigolo. Aujourd'hui, on s'attaque à un nouvel ordinateur de ma collection. C'est l'Atari 520 ST, un autre ordinateur culte des années 90. Développé par Atari du coup, en toute logique. Atari qui est, comme vous le savez sans doute, une entreprise américaine qui a été notamment leader du secteur du jeu vidéo de la fin des années 70 jusqu'au milieu des années 80, notamment avec avec les premières bornes d'arcade, notamment la borne de Pong, mais aussi les premières consoles de salon, comme notamment l'Atari VCS, qu'on connaît aussi sous le nom d'Atari 2600, et qui s'est écroulé, qui a fait une chute très longue et très lente dans les années 90, avec d'abord le premier crash du jeu vidéo en 1983 qui leur fera perdre le marché des consoles au profit de Nintendo puis Sega. Mais également plus tard avec le déclin de sa gamme informatique progressivement écrasée par l'invasion des compatibles PC, donc les ordinateurs d'IBM, ceux qu'on utilise toujours aujourd'hui, qui utilisent MS-DOS puis Windows. Mais du coup, en plus de sa branche de console, Atari avait une branche d'ordinateur assez célèbre et assez intéressante. Il y a toute une branche d'Atari 8 bits, alors je la connais pas très bien parce que c'est assez vieux, mais donc en 1985 ils sortent la famille ST, et donc dans la famille ST il y avait plein de modèles différents, notamment le plus bas de gamme c'était le 520 ST, motorisé par un Motorola 68K, le même processeur que le Macintosh classique et que beaucoup de machines de l'époque, comme par exemple l'Amiga. Et pour le coup, c'était une machine qui était vraiment intéressante pour son époque. Alors, je me rappelle plus exactement de combien elle coûtait. Je sais que c'était une machine relativement onéreuse. C'est moins cher qu'un Macintosh, mais c'est plus cher qu'un Commodore 64. Faut dire qu'en même temps, on est sur un processeur 1632 bits, donc c'est pas mal. Niveau capacité graphique et niveau capacité sonore, c'est pas dégueu. Même si niveau capacité sonore, c'est une des moins bonnes machines 68K que j'ai l'impression de connaître. À ceci près qu'il y avait une exception. Alors, ce qui a fait la force de l'Atari ST dans les années 80-90, c'était que c'était le seul ordinateur personnel à embarquer de manière intégrée une interface MIDI. Le MIDI, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, j'en avais déjà parlé notamment sur la review sur le Casio VL1. Ça signifie Musical Instrument Digital Interface, et c'est un protocole et un certain nombre de normes qui permettent de faire communiquer les instruments électroniques entre eux. Donc on a une prise MIDI, on a un langage MIDI, et donc ça permet à tous les instruments de se comprendre et de pouvoir fonctionner, quelle que soit la marque, le constructeur et leur fonction. Et donc du coup, l'avantage de l'Atari ST par rapport à la concurrence, c'est qu'il disposait déjà d'une interface intégrée, ce qui faisait que ça en faisait une super machine pour faire de la musique, vu qu'on pouvait très bien par exemple le brancher à un clavier comme celui-ci, comme le Casio Tanmank, sans avoir à se casser la tête avec un émulateur, des drivers et tout le machin, tout était complètement natif, donc c'était une super machine pour les musiciens. Alors on va vous présenter la machine en détail. Vous voyez que c'est le même type de format que le Commodore 64 avec le clavier inclus dans l'ordinateur, mais on est sur une machine qui est beaucoup plus puissante, donc elle est beaucoup plus massive. Y a le Commodore 64, vous voyez qu'il y a très peu d'espace entre le clavier et le reste de l'électronique. Là pour le coup il y a beaucoup plus de trucs intégrés. C'est une machine qui également possède un processeur beaucoup plus puissant et qui chauffe beaucoup plus. Alors il n'est pas ventilé, il est toujours en refroidissement passif, mais il chauffe beaucoup plus que le Commodore 64. Et il a également un design beaucoup plus moderne. Le design du Commodore 64 a beaucoup vieilli, il était tout en rondeur, avec un peu ce côté encore un peu très archaïque des années 70. Là, vraiment, on est sur une machine typicale des années 80, avec une couleur beige. Alors celui-là a beaucoup jauni, pour le coup, il est très très marronasse, alors qu'il était plus gris-beige à l'origine, peut-être même plus gris que beige. Et surtout avec un côté très anguleux et très large, qui était vraiment typique des machines de l'époque. Vous voyez, c'est un langage très similaire au Macintosh classique. Si vous prenez son clavier, c'est pareil, c'est très anguleux. Et c'était vraiment une volonté de faire un truc futuriste. Dans les années 80, dans le design, on aimait beaucoup les angles. C'est vrai aussi si vous regardez les voitures de cette époque, les vieilles Peugeot notamment, ou ce genre de trucs, on aimait bien les angles. Le côté rondeur faisait vieillot, c'était très lié aux années 60-70. Donc vraiment, il y avait une volonté de faire un truc très cubique. Alors c'est pas cubique du tout, mais enfin, voilà, vous voyez l'idée.
Du coup, niveau du clavier, on est sur un truc qui est déjà beaucoup plus moderne que le Commodore 64. On a un clavier AZERTY déjà, c'est un modèle français. Parce que là, entre-temps, l'informatique s'est déjà beaucoup plus démocratisée. On a une touche alternée, je sais pas ce que c'est. On n'a pas de caps lock, on a contrôle à la place de caps lock. Et on a... Ah si, elle est là, mais elle n'est pas mécanique. Il n'y a pas de LED apparente, ça doit être signalé sur l'écran quand il est allumé, mais en soi, il n'y a rien qui permet de la faire fonctionner. La touche S qui est à la bonne place. Bon à souligner, globalement le layout AZERTY est assez similaire à ce qu'on a l'habitude de voir. On a une touche tabulation ici. On a des touches de flèche qui sont dans la bonne disposition pour jouer, mais qui sont très hautes par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Vous voyez qu'on a ce truc typique des vieux claviers, c'est-à-dire la barre d'espace qui est très isolée sur sa ligne. Alors il y a quand même 2 touches autour d'elle, mais on est encore sur un truc très similaire au Commodore 64 où on n'a pas de grande ligne de touches à côté de la barre d'espace. On a 2 touches Shift, on a une touche Retour qui s'appelle Return. On a une touche Delete qui est là, donc la touche Sup. Une touche Aide, une touche Undo. Une touche Undo, c'est sympa. Touche Aide qui était similaire à celle des premiers Macintosh. Le classique en a pas, mais il y a des claviers Macintosh qui avaient une touche Aide. Pavé numérique, pareil, avec des parenthèses, cela dit, qu'on n'a pas sur un pavé numérique standard aujourd'hui. Mais quand même quelque chose de relativement similaire, et cet agencement des touches de fonction que je trouve très sympa. C'est très mignon avec ces formes très harmoniques. Alors vous voyez qu'elles n'ont pas toutes vieilli de la même façon. Je sais pas trop pourquoi. Normalement elles sont toutes de la même couleur, elles auraient plutôt une couleur approchant celle-ci. Mais oui, il y en a qui ont jauni et d'autres pas, je sais pas trop pourquoi. Là vous avez une grande grille d'aération qui du coup sert à refroidir passivement la machine. Là vous avez le badge du coup très vintage, j'adore, avec la LED d'allumage ici. Là vous avez le logo du lecteur disquette parce que c'est la LED d'activité. Parce que oui, sur cette machine vous avez un lecteur disquette intégré. Et c'est un lecteur disquette moderne vu que c'est un lecteur disquette 3 pouces 1 quart. 3 pouces et demi pardon, il y a 5 pouces 1 quart et 3 pouces et demi. Et on peut mettre des disquettes dedans. Hop. Voilà. Et on les éjectait mécaniquement. Contrairement au Macintosh qui a toujours eu un mécanisme d'éjection automatique, lui il avait un mécanisme mécanique. Enfin manuel. C'est-à-dire il fallait toujours appuyer sur le bouton. La plupart des lecteurs faisaient ça, c'était vraiment Apple qui se la pétait avec ses lecteurs automatiques. Hop. Alors, le dos de la machine. Il est vraiment très massif, il est assez lourd aussi, il est à peu près aussi lourd que le Macintosh classique. Donc ce qui est bien ici, c'est que toutes les prises sont nommées, donc c'est facile de savoir ce qu'il y a. Là, on a une prise modem qui permet donc de se connecter à Internet. Alors à l'époque, sur Internet, on faisait pas spécialement les mêmes choses qu'aujourd'hui, on faisait les mêmes choses que sur le Macintosh classique, c'est-à-dire il y avait déjà les mails, si je dis pas de bêtises, mais on faisait pas vraiment de World Wide Web, on faisait des trucs de la cabine du Minitel. On pouvait faire du réseau aussi, d'une manière générale, on pouvait simplement se connecter à des machines en réseau. On a un port d'imprimante ici, on a un port de disque dur ici. Alors c'est pas un port SCSI, ça m'a l'air d'être un port propriétaire. Donc c'était pas un truc standard. Là vous avez un port lecteur disquette, c'est un connecteur DIMM, connecteur rond. Là vous avez le port du moniteur. Qui permet donc de le relier à une télé ou ce que vous voulez. Moi je le relie à une télé tout simplement parce que j'ai un câble qui sort en Péritel, la prise télévision française, ce qui est plutôt pratique, en Europe du moins. Aux États-Unis ce standard de prise n'a quasiment jamais existé. Là vous avez un interrupteur d'allumage, comme la plupart des machines de cette époque c'est un interrupteur brutal. Voilà. Là vous avez du coup l'alimentation. Alors enfin c'est juste un câble d'alimentation et l'alimentation est inclue dans la machine, elle est là-dessous. Contrairement au Commodore 64 qui lui avait sa propre sa brique d'alimentation en dehors de la machine. Donc là vous aviez tout intégré dans cette machine. Elle est massive mais au moins vous avez rien qui est dehors. Et là vous avez un bouton reset qui permet de la redémarrer. Alors sur ce côté là on a la fameuse interface MIDI. Donc les 2 connecteurs MIDI sont ici. C'est ce qu'on appelle des connecteurs MIDI DIN. Par exemple je vais regarder. Là j'ai... Hop. Ça, c'est une interface MIDI USB moderne, donc ça permet de le brancher à un périphérique MIDI et ça sort en USB. Donc si on a un périphérique USB moderne, parce que le MIDI peut passer par l'USB, on peut le relier à ça. Et donc du coup, vous voyez, c'est exactement les mêmes prises, et donc je peux les rentrer là-dedans. Bon, je vais pas le faire, mais voilà, vous avez l'idée. Hop.
Et en plus de ça, on a un port cartouche. Alors je sais pas exactement comment il fonctionne, mais ça doit fonctionner de manière similaire au Commodore 64 et à la plupart des ordinateurs de l'époque. C'est-à-dire, quand on le mettait une cartouche, il démarrait directement sur la cartouche au lieu de lancer son système d'exploitation. Contrairement au Commodore 64, l'Atari ST, lui, il a un système d'exploitation. Un très primitif, hein, mais je vous le montrerai en temps voulu parce que cette machine fonctionne encore. Alors on peut pas faire grand chose dessus parce que je n'ai plus aucune disquette en état pour le faire fonctionner. Malgré tout, il démarre encore et donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. Alors voilà, ça c'était la machine dans son ensemble, mais j'ai également, là, pas loin sous la main, hop, c'est le bazar là-dedans. Attendez 2 secondes. Ah, mais tu vas te démêler, oui. C'est terrible, on laisse toujours des câbles traîner à un endroit et on retrouve une salade de câbles. Une souris. Il avait déjà sa propre souris qui est très similaire à celle du Macintosh, comme vous le voyez niveau design. C'est vraiment le même form factor. Souris à boule, hein, évidemment, avec des gros antidérapants. Je sais plus si elle fonctionne encore, par contre la souris, il faudra que je fasse des tests. En tout cas, elle est beaucoup plus moderne, elle a 2 clics. 2 clics qui sont soit fortement usés, soit ultra désagréables. Parce que vraiment, attendez, si je me tais un petit peu. Je sais pas si vous l'entendez, mais les clics sont agonisants, c'est terrible. Comparé aux clics du Macintosh. Voilà. Concernant le clavier d'ailleurs, c'est un clavier à membrane, si je dis pas de bêtises, on n'est pas du tout sur du mécanique. Et il a très mal vieilli parce qu'il fait vraiment... les Anglais ils disent mushy, ça fait très très spongieux, t'as vraiment l'impression de taper sur une éponge. Hein. Il n'y a absolument pas de dureté dans les touches, c'est très ramollo, c'est très désagréable. Mais je pense que cette machine a énormément servi, exactement comme le Commodore, elle appartenait à ma mère et à ses 2 frères quand ils étaient petits. Donc pour le coup, et je crois qu'elle a beaucoup plus servi que le Commodore, parce que pour le coup c'était beaucoup plus accessible, c'est beaucoup plus moderne en termes de fonctionnement. Vous allez le voir tout de suite maintenant, puisqu'on va changer de setup, et on va tout simplement le démarrer. Allez, à tout de suite. On est dans le salon. Il est relié à la télé, on est prêt à démarrer. Alors avant de démarrer, un dernier truc que je vous ai pas montré, c'est où sont branchés la souris et le joystick. D'ailleurs, j'ai sorti un petit joystick. J'en ai plusieurs, mais je vais pas tous vous les montrer. J'ai pris celui-là parce que pour le coup, il fonctionne assez bien. Joystick à clic, donc vintage, avec 2 boutons. Les joysticks de l'Atari avaient 2 boutons. Ils sont compatibles avec le Commodore 64 aussi, si je dis pas de bêtises. Mais donc, où c'est qu'on les branche? On les branche sous la machine. Ici. Voilà. C'est très élégant visuellement, mais je trouve vraiment ça pas ça pratique. C'est pas agréable. Enfin, en tout cas, c'était les designs de l'époque. Il y avait pas mal de machines qui faisaient ça. Puis pareil, aujourd'hui, sur certains claviers, il y a toujours les prises sous le clavier. Enfin bon, on s'en fout. On va le lancer, du coup. On appuie sur l'interrupteur. Il est où? Il est là. Du coup, il s'allume en rouge. On a la LED ici. Alors ouais, ça c'est la LED du lecteur disquette et ça c'est la LED de la machine. Vous voyez que l'écran est devenu blanc. Du coup, il est en train de charger. Point de vue visuel, il se passe pas grand chose, ça fait pas beaucoup de bruit. Ça clignote un petit peu. Voilà, il faut être patient, c'est une machine de l'époque. Le lecteur disquette fait un drôle de bruit, je pense qu'il est grippé, je pense qu'il essaye de tourner mais qu'il ne parvient pas mécaniquement parlant. Du coup, on va pas pouvoir tester des disquettes, c'est pour ça que malheureusement la fonctionnalité de cette machine est très limitée. Mais je vais quand même vous montrer un petit peu son système d'exploitation. Voilà, il faut être patient. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et du coup, on fera exactement comme pour le Commodore 64. Après, on ira charger un émulateur pour vous montrer un jeu sur émulateur. Et vous doutez un petit peu, si vous avez vu la vidéo précédente, le jeu en question, ce sera Esprit. Hop, voilà, il m'a fait peur, j'ai vraiment cru qu'il n'y arriverait pas, mais si, il y est arrivé, tout va bien. Bienvenue sur le Atari TOS. Alors, TOS, vous doutez, ça veut dire un certain nombre de choses. Vous avez le DOS qui signifie Disk Operating System. Alors, ça clignote beaucoup, je sais pas trop à quoi c'est dû, peut-être que ma Péritel est mal branchée. Je sais pas. Alors, normalement, c'est du 4 tiers. Là, c'est en visuel légèrement aplati. Vous voyez, c'est pas choquant. Seulement, il y a ma Wii qui est branchée d'habitude sur cette prise Péritel. Donc, j'ai pas tellement envie de le mettre en 4 tiers pour devoir refaire tous les réglages de la Wii après. Alors, est-ce que la souris marche? Oui, la souris marche. Oh là 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 là, elle est pas en forme. Hein. Elle est vraiment pas en forme, la souris. Mais donc, du coup, oh là là. Allez, hop. Ah, et les clics, pour le coup, les clics, ils sont pas en forme du tout. Oh là là là, la souris elle a vu des jours meilleurs. Et ouais, ça clignote beaucoup, je sais pas à quoi c'est dû.
Mais donc, voilà le TOS. Vous voyez donc il y a un certain nombre de menus. C'est en français, c'est plutôt sympa. On va utiliser le joystick. Non, il veut pas le joystick? Il veut pas. Aïe aïe aïe. Alors, vous voyez que du coup, on peut faire un certain nombre de trucs. Est-ce que je peux appuyer sur Enter pour valider? Non. Non, ça c'est la touche d'alerte. On peut le faire couiner. La plupart des machines pouvaient faire ça. Non, je suis obligé d'utiliser les clics de la souris. Est-ce que je dois faire clic droit, clic gauche? J'ai l'impression que les clics sont complètement morts, la souris est complètement inexploitable. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé à la souris. Je me rappelle que la dernière fois, je l'avais utilisé au stick. Je vais intervertir le stick et la souris de place pour pouvoir y aller au stick. Je reviens tout de suite. Voilà, j'ai changé la souris de place. Le problème qu'il y a avec ce stick, c'est que c'est un stick à clic. Il faut... c'est pas du tout analogique et le garder dans une direction ne permet pas de bouger longtemps. Donc je dois déplacer la souris pixel par pixel, c'est très chiant. Malheureusement, on va pas pouvoir faire mieux. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais sans doute accélérer ce passage le moment où je déplace la souris. Et... hop. Du coup, je vais m'arrêter de parler. Mais donc, vous voyez déjà, je vais quand même vous commenter un petit peu ce qu'on voit. Donc, vous voyez un bureau moderne. Alors, c'est très primitif comparé au Macintosh, mais c'est en couleur. On est sur une résolution un peu plus basse. On est sur une résolution qui est, sauf erreur de ma part, entre le Commodore 64 et le Macintosh. Je pense que l'alimentation est fatiguée, que c'est pour ça que ça clignote beaucoup, mais enfin, on n'est pas obligé d'en tenir compte. Vous voyez qu'on n'a pas beaucoup d'icônes, on a des menus en haut exactement comme sur le Macintosh. On a un menu disque A, disque B qui correspond donc aux deux lecteurs disquettes. Alors il n'y a qu'un seul lecteur interne, mais si on branche un lecteur externe, c'est du coup le disque B. Il y a une corbeille, vous connaissez le fonctionnement d'une corbeille, ça existe encore. Et du coup, j'avais oublié de vous dire, donc il s'appelle le TOS, ce système. Donc DOS, ça voulait dire Disk Operating System. Vous savez peut-être que dans Portal GLaDOS, ça vient de là aussi. Ça veut dire, je sais plus ce que signifie le GLA, mais DOS, ça signifie Disk Operating System aussi. Et il y a un jeu de mots sur le fait que GLAD signifie joyeux, ce qui sur GLaDOS c'est très ironique. Et donc là, TOS, ça signifie tout simplement The Operating System. Du coup, il est pas sur une disquette, il est en ROM, exactement comme le système du Macintosh classique, et tous les Atari ST en possédaient un au lancement. Et j'ai mis le joystick à l'envers. Du coup, allez, on est parti. On va essayer de se diriger vers le menu bureau. C'est parti, accélération. Je vous assure, je vais souffrir parce que là, du coup, je tiens le téléphone à bout de bras pour filmer la télé. C'est très désagréable, mais vous en faites pas. J'ai vu pire. Alors, on descend. On va sur Information Bureau. Et donc, on a, voilà, Graphical Environment Manager, j'aime TOS. Atari, copyright 1986-1996, donc voilà, c'est sympa. Ça nous donne les informations du machin. Donc, c'est la première version du TOS. Il y a eu plusieurs versions qui dépendaient du modèle d'Atari ST qu'on avait. Mais donc celle-là, c'est la plus ancienne. Et c'est parti pour appuyer sur le bouton confirmer. Hop, accélération à nouveau. Je vous raconte pas les crampes que je vais me taper avant la fin de cette vidéo. Ça y est, on a atteint le bouton. On appuie sur le bouton du stick. Voilà. Alors, voyons voir ce qu'on a d'autre dans les menus d'intéressant. C'est reparti. Wouh, qu'est-ce que c'est fun, je vous raconte pas. Ah, le vieux matériel informatique, on adore. Donc le menu fichier, on a ouvrir, information, nouveau dossier, donc on peut faire des options basiques de manipulation du bureau. Alors pour ça, il faudrait avoir une disquette, parce que du coup on voit pas les fichiers de disquette là, donc on n'a aucune idée de ce qu'on manipule. Alors par contre, je veux monter moi, parce que je veux changer de menu. Hop, on va passer sur le second menu, accélération. Visualisation qui nous permet donc d'afficher diverses options de présentation. Voilà, très similaire au menu de présentation du Macintosh. Et enfin le menu options.
coup, le dernier menu. Je sais pas qui est le débile qui s'est dit que pas mettre un autofire sur le stick pour la souris, ce serait une mauvaise idée. Ce serait pas une bonne idée. Et donc là, du coup, on peut faire un certain nombre de trucs. On peut sauvegarder le bureau, donc ça nous permet de faire une capture d'écran, si je dis pas de bêtises. Ah non, c'est impression de l'écran. Ah non, impression de l'écran, c'est vers une imprimante. Et définir les précédences, voilà, voyons ce qu'on a par là. Allez hop, un dernier coup. Voilà les préférences, on peut confirmer les suppressions, ouais, donc ça si on jette un fichier, il nous demande est-ce que vous voulez jeter ce fichier, on peut confirmer les copies, donc si vous voulez copier un fichier, il va dire est-ce que vous voulez copier ce fichier, et on a plusieurs résolutions d'écran. On va essayer de le passer en résolution moyenne, voir ce que ça donne. Allez, un petit effort, courage. Hop, je vous raconte pas comme je souffre pour ce tournage. Alors, vous voyez que le truc haute résolution est grisé, je pense que c'est pour un modèle plus haut de gamme d'Atari ST, je pense que celui-là est pas compatible. Il s'appelle 520 ST à cause de la quantité de mémoire, sauf faire de ma part, il a 512 kg de RAM, si je dis pas de bêtises. Voilà, admettons, j'ai mis moyenne, si je fais confirmer... Moyenne, à mon avis, on sera sur une résolution qui sera plus proche de celle du Macintosh. Désolé pour les clignotements, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de fatigue. C'est une machine qui a bientôt 40 ans. Qui a 40 ans d'ailleurs, 1985. Ça y est, elle fête ses 40 ans. Voilà, vous voyez le petit curseur qui se change en abeille quand ça charge, c'est mignon. Le disque ne répond pas. Ah, il fallait que je fasse un truc avec la disquette, ouais. Bon. C'est raté. Allez, un petit peu de courage, on appuie sur le bouton annuler. Va falloir une quantité de montage pour cette vidéo, je te jure. Voilà. Bon. Ah non, on est passé en haute résolution. Ah bah c'est marrant. Bah voilà. Alors du coup, c'est un peu plus aplati cette fois. Bah, on voit que c'était fait pour du 4 tiers, mais ouais, effectivement, les graphismes sont légèrement plus grands. Je pense qu'on est en résolution Macintosh là pour le coup. Je prendrai un petit peu de renseignements. Je vais essayer de le remettre en résolution basse parce que c'était plus sympa en résolution basse. Allez, un dernier coup. J'arrête pas de dire que c'est le dernier parce que j'en peux plus, mais... Une étape de fête. Vous voyez que c'est... Hop. On y est presque. Allez, on a fait la dernière étape, on y est presque. Donc il interroge le lecteur disquette vraisemblablement. Alors, on va annuler du coup. Et voilà, on est revenu à basse résolution. Du coup, c'était l'Atari TOS, le système d'exploitation de l'Atari 520 ST. Et on se retrouve tout de suite pour la partie émulateur un petit peu plus sympa. D'abord, je vais quand même prendre le temps de me reposer les bras. Et nous voilà du coup sur l'émulateur. Vous voyez qu'on est sur un TOS. Alors, c'est pas vraiment un TOS, c'est ce qu'on appelle un ému-TOS. Donc, c'est quelque chose qui ressemble au TOS sans vraiment l'être. Et on a quelques soucis de gestion de la résolution. Je vais essayer de baisser la résolution. Vous voyez que ça ressemble beaucoup. À ceci près que là, j'ai pas besoin de souffrir pour filmer et déplacer la souris. Alors, peut-être qu'en basse résolution, ça tournera mieux. Non, j'ai un souci avec ma souris qui... Ah, voilà, c'est mieux. Ok. Ouais, parce que j'ai le problème du curseur qui est pas géré comme il faut. Il y a des problèmes de gestion du curseur. Enfin, bon, c'est pas grave. On devrait s'en sortir quand même malgré tout. Et donc du coup, on se retrouve du coup pour jouer à Esprit. Vous vous en doutez certainement, vu que j'en ai parlé dans la vidéo précédente. C'est parti du coup pour jouer à Esprit, l'ancêtre d'Oxide.
Ah, drive A not responding. Ah oui, d'accord, il faut que j'insère un truc dans le lecteur disquette. Je croyais qu'il me l'aurait gardé, mais apparemment non. Pause, j'insère la disquette. Voilà, la disquette est insérée. Alors malheureusement, ce sera la version allemande, vu que comme je l'avais dit, c'est une version allemande. Enfin, c'est un jeu allemand, Esprit, donc on va devoir jouer en allemand. Voilà le moment de... Voilà, donc on ouvre le lecteur disquette A et là vous voyez qu'on a accès aux fichiers, donc du coup on a une interface assez familière, c'est très proche de ce qu'on a sur le Macintosh classique, en un petit peu moins élégant je trouve, mais bon c'est pas Apple. Et du coup on a les dossiers, les images, voilà, machin, et donc nous ce qu'on veut c'est lancer esprit.prg. Niveau sonore j'aurais peut-être mis des bandes son de l'Atari ST en fond, mais du coup l'Atari ST est très proche du 8 bits en termes de sonorité. Il est vraiment pas bon, ce qui est assez ironique pour une machine qui peut communiquer avec des instruments électroniques. Mais malgré tout, ouais, du coup, on pouvait le connecter à des cartes MIDI pour avoir de meilleurs rendus. Hop. Et du coup, alors, il a des capacités assez limitées en couleur. Donc, vous avez vu la résolution du TOS en couleur. Vous voyez à peu près à quelle résolution il peut travailler. En monochrome, du coup, il va tourner à bien plus haute résolution. Et du coup, on aura une résolution équivalente au Macintosh. Et ça démarre pas. Ça démarre pas parce que oui, on est sur un écran couleur. J'avais oublié. Il me faut un écran monochrome. Voilà. Parce que du coup, Esprit, il est en monochrome. Alors, je sais pas si on peut changer le TOS en noir et blanc par défaut. Pour le coup. Mais du coup, on peut... Ah ouais, et là, vous voyez qu'on travaille à super haute résolution vu qu'on est en full monochrome. Voilà, par contre, voilà, on va faire ça. Voilà, c'est bon. On s'entend mieux niveau souris. Et là, normalement, Esprit devrait se lancer tout seul. Et oui, parce que fatalement, le monochrome, ça demande moins de ressources, vu qu'on n'a plus qu'une couleur à gérer, le noir et le blanc. Et du coup, les jeux en monochrome étaient en général à plus haute résolution. C'est pour ça qu'Apple a fait ça sur son Macintosh. Ça, le fait que c'était moins cher. Hop, voilà Esprit qui démarre. Il faut être patient, c'est une machine à disquette. Hein. Il fait tout un tas de trucs. On voit donc, la LED du lecteur A qui travaille. On voit, il n'y a pas de disque dur. Sinon, ouais, on est sur un Motorola 68K à 8 MHz, exactement comme sur le Macintosh. On a 1 méga là de RAM, donc on est à. C'est un modèle un peu au-dessus de celui que j'ai. C'est l'Atari 1024 ST, alors que moi j'ai le 520. Hop, voilà, présenter. On va devoir parler un peu allemand pour ce jeu. Ça devrait aller. Alors, il faut que j'appuie sur F1. Ça, voilà, c'est bon. Bon, vous avez vu Oxide, de toute façon, vous voyez à peu près en quoi ça consiste. Alors, le volume sonore. Voilà. Et donc là, Oxide, il joue de l'audio digital samplé. Donc du coup, on a un design, c'est assez sympa, mais c'est vrai que ça crache un petit peu comparé au Macintosh. C'était le défaut des puces sonores de mauvaise qualité. Alors, c'est sympa, il y a une petite animation sur la bille quand elle roule. Sinon, les sons sont exactement les mêmes. Vous voyez qu'ils ont un petit peu simplifié les oxydes pour qu'ils soient plus visibles en noir et blanc. Et du coup, lui, il a son propre jingle de victoire qui est différent. Chaque oxyde a son jingle de victoire. Il y a même des opus qui en ont deux, comme Oxide Magnum. Je vous montrerai, je pense, les autres opus d'oxyde parce que j'aime beaucoup. Là, on a un objet, je sais pas à quoi il sert celui-là, c'est le pinceau. Sinon, vous voyez que c'est exactement les mêmes sons, le même moteur. Et vous voyez que le jeu me dit des trucs en allemand, mais alors... J'ai fait allemand quand j'étais au collège, mais il est loin, mon allemand, hein, malheureusement. Hop. Le son de double est également différent. Alors, pour le coup, c'est une spécificité d'Esprit. Tous les oxydes auront le même son. Après, l'espèce de petit bruit de grondement. Je sais pas jusqu'où on va aller. J'ai jamais fait Esprit, pour le coup. Je l'ai démarré une fois pour tester l'émulateur et pour cette vidéo, mais je l'ai jamais fait. Alors j'ai fait ces niveaux via Enigma et je sais qu'il est quand même relativement simple parce que c'est le premier de la série comparé à Oxide. Et là, vous voyez, il vous montre. Alors. Sehen Sie die Steine am Rand. Globalement, il nous explique que ce niveau paraît hyper simple, mais il y a des oxydes qui sont planqués. Ah putain, par contre, je galère avec la souris. Aïe aïe aïe. S'il te plaît, le jeu.
Eh, je vous l'avais dit, c'est exactement le... Enfin, un peu moins grave, mais c'est le même genre de problème que j'avais sur Macintosh, c'est que comme la souris est pas bien gérée par l'émulateur, on a tendance à dérimper un peu partout sur un jeu qui est aussi millimétrique au niveau de la souris, c'est chiant. Ah, super. Oh purée, il y en a partout, c'est terrible. Ah, mais ils sont dans les coins. Ils sont dans les coins. Merde. Hop. Voilà. C'est vraiment pas aussi facile qu'Oxide, hein, pour le coup, parce que là, vous voyez, je suis au maximum. Il faut que je déplace ma souris, il faut que je fasse des gros mouvements. Putain, j'espère qu'il va pas y avoir trop de niveaux avec des trous, parce que ça va être la merde. Parce que dès que je sors de la fenêtre, en fait, l'émulateur, bah, il galère. Alors, sur Macintosh, il est chiant parce que les coordonnées de la souris sont faussées, et du coup, ça plante tout. Mais j'avais fait un truc pour que vous voyez l'émulateur du Macintosh reste stationnaire au niveau de la souris. Là, cet émulateur gère pas ça apparemment, ou alors je sais pas. Je vais regarder quand même vite fait. Device. Est-ce qu'il y a mouse là-dedans? Non. Back to main menu. CPU, hard disk, Atari screen, memory, sound. Mon émulateur s'appelle Atari si vous vous demandez, avec un H devant, je sais pas pourquoi. Joystick, disabled, use keyboard, machin. Non, bah non, moi j'ai pas de joystick, j'ai une souris. Système. ST, ouais, bah c'est le ST. Oui, parce que vous voyez, il y a diverses machines de les diverses machines de la gamme ST. Donc il y avait deux ST, 520 et 1024. Il y a les Mega ST, les STE, qui étaient les modèles au-dessus. TT et Falcon, je sais pas ce que c'est, je les connais pas. Mais donc ça doit être encore au-dessus. C'est une famille qui a bien tenu, la famille Atari ST. C'était une bonne machine 1632 bits d'Atari, qui succédait du coup à la famille 16 bits. Alors, ROM, je pense pas que ce soit là-dedans. J'ai pas l'impression que j'ai de contrôle sur la souris. Ok. Keyboard peut-être, on sait jamais. Non. Non, 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 non. Eh ben on va devoir galérer, mesdames et messieurs. On n'a pas le choix. Ça met un petit peu de piment. Ah d'accord, c'était là. Hop. Bill Cat von... Bill Fire von... Alors, c'est comment sans, je me rappelle plus. 100. Là, il y a des pentes, donc ça va être rigolo avec ma souris qui marche pas bien. Ah, je l'ai vu, le rond, il est là. Encore faut-il que j'arrive... Non, il était là-haut. Oh, oh, oh. Ouais, tellement galère. Parce que c'est ça qui est chiant avec les émulateurs qui gèrent la souris, c'est qu'il faudrait que la souris du PC reste stationnaire. Allez hop. Ouais, super. On y en a. Allez, plus qu'une paire. On va y arriver. Ah, c'est tellement galère. Je peux pas tellement. Oula, il y a eu un bug là, non? Non, c'est bon. Build 5. Alors, voyons voir. Petit indice là. Voyons voir si j'arrive à comprendre ce qu'il me dit quand même un petit peu. Ouais, il me dit que ce niveau a l'air simple, non? Je me rappelle. Il n'y avait pas le losange? Ah, merde. Seulement, vous voyez, à mon avis, ça, il y a une... Ah oui, non, ce niveau, il est juste simple de mémoire, voilà. Il n'y a pas de piège. Il y a pas de piège. Pour une fois, ils sont sympas. Ils sont beaucoup plus sympas dans Esprit que dans Oxide. Hein, pour le coup. Puis alors, la série Oxide, plus ça va et plus les opus sont méchants. Hein. Bah, fatalement, les gens qui les avaient finis, ils veulent du challenge. Alors, voilà, là, c'est juste du memory d'Oxide. Rien de bien méchant. Voilà. Allez, la souris. Carré. Ah, je connaissais pas ce bruit-là. Marrant. Il y a plusieurs bruits quand tu te prends les matériaux, mais je savais pas qu'il y avait ce bruit-là, ce bruit de métal. Marrant. C'est carré. Non, carré, il est là.
triangle, il était par là, non? Non, ça c'est la plus. Oh. Pas assez. Parce que je perds le contrôle de ma souris. Allez. Ça va qu'il n'y a pas de trou encore. Hein. Il y a la plupart des mécaniques d'Oxyd qui sont là. Pour le coup, il n'y a pas de grande nouveauté entre Oxyd et Esprit. Oxyd, c'est surtout une complication d'Esprit. Oxyd Magnum rajoute quelques petits trucs. Après Peroxyde, pour le coup, on a rajouté pas mal. Et Oxyd Extra, pour le coup, c'est vraiment des niveaux ultra durs. Alors là, c'est rigolo. Parce que vous voyez ces briques-là, bah, faut pas que je me les prenne. Une nouvelle vie. Et c'est de la glace. Alors je sais pas ce qu'il me dit, mais il doit se foutre de ma gueule. Voilà, et du coup je me le suis pris, donc ça, j'ai perdu une vie. Je vais essayer de pas récupérer le drapeau. Ah merde, ces trucs-là, ça... Ah oui, d'accord. Ah, c'est marrant, dans Oxyd, ces trucs-là, ils t'expulsent pas forcément comme ça. Mais du coup, ouais, faut pas toucher. Ces blocs-là, d'habitude, ils envoient une espèce d'impulsion qui peut actionner des mécanismes, mais je savais pas qu'ils expulsaient la bille dans Esprit, parce que dans Oxyd, ils faisaient pas spécialement ça. Mais ok, c'est vénère. Ah putain de merde. Sympa, merci. Au moins, par contre, vous avez vu que les fissures n'empirent pas comme dans Oxyd. Oh, oh putain. C'était la roulette russe. Alors, build art. Alors là, du coup, vous voyez qu'il y a des parapluies qui me permettent de me protéger des crânes. Ah oui, parce qu'il y a encore ces saletés de blocs d'impulsion. Qu'est-ce qu'il dit? Schirme Schützen. La même chose, Schirme Schützen. Bon, bah, on y va. J'ai très peu de contrôle de ma souris. Heureusement, vous voyez, les parapluies me protègent de tout, y compris de ça. Voilà. C'est quand même plus simple qu'Oxyd, hein. Vous voyez, on avance quand même bien plus vite. Alors, c'est 9 de mémoire, 9. On rapprend à compter en allemand. Ah! Oula, bizarre. Étrange. Alors, hop, voilà. Ouais, on y va. Ah, fait demi-tour. Ah, c'est une pente, ok. Je me disais, c'est bizarre, la souris réagit mal, mais quand même pas à ce point. Donc là, faut que je revienne, et là, je suppose que ça va marcher, non? Ok, on retourne là-dedans. Bon, petite séquence drôle. Et là, du coup, vous entrez dans un puzzle de méditation. Bon, bah c'est la présentation. Vous voyez qu'il est encore plus simple que celui qu'on avait fait sur Oxyd. C'est la présentation des puzzles de méditation. C'est sympa quand même. Hein. Vous voyez que c'est très similaire à ce que nous fournit le Macintosh. En Oxyd en noir et blanc sur Macintosh, c'est quasiment identique. Et voilà. Puzzle numéro 11. Alors, ah oui, je me rappelle de celui-là, mais je me rappelle plus de... Parce que vous voyez, il n'y en a que 5, donc du coup, il y a une couille dans le potage. Je me rappelle plus de la couille dans le potage. Alors là, faut que je... Bah, il doit y avoir un secret quelque part. En général, dans Oxyd, quand on n'a pas de solution, on tape partout. Jusqu'à ce que ça marche. Par contre, ouais, ma souris. Quand je fais des mouvements brusques... J'entends le chat qui bouge, je sais pas ce qu'il fout. Alors, on va essayer d'y aller doucement et bloc par bloc, parce que là, je m'en sors pas. Salut le chat! Tout va bien dans ta vie? Ah, voilà. On l'a. Alors là, il y a une pente. Attention, parce qu'il y a un niveau. Il y a un niveau comme ça dans Oxyd Magnum. Vous verrez.
C'est gratuit. Je sais pas si dans l'esprit ce sera pareil, j'ai des doutes, mais... Parce que là, du coup, je suis en pente, hein, donc je fais très peu de mouvements, ma bille fait l'essentiel du boulot. Ouais, voilà, c'est ça. Ah non, c'est bon. Alors, on redescend. Merde. Et vous reconnaissez le même jingle. Alors là, pour le coup, c'est la souris de l'émulateur qui m'a eu. Allez, on reprend. Parce que j'aime bien j'aime bien avancer dans Oxide. Bon, c'est pas vraiment le thème de la vidéo, mais en vrai, si ça vous plaît, si vous n'êtes pas, si vous voulez pas regarder. Ah, y a pas de sauvegarde. Ah, ça, je m'y attendais pas, celle-là. Ah ouais, non. Bah du coup, on va peut-être pas tout refaire. Et bah du coup, c'est ainsi que va s'arrêter notre review rigolo sur. Il y a même pas de mot de passe. Il me donne pas de mot de passe. Il y a pas de mot de passe. Si je fais ESC. Non, non, non. Bon, oui, non, bah du coup, on va s'arrêter là parce qu'on va pas se retaper tout le jeu. Mais du coup, ça vous donne un bon aperçu de ce qu'on pouvait voir sur l'Atari ST. Du coup, c'était la review rigolo sur cette machine. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite d'aller jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut!